Les soldats alliés, dignes successeurs des héros de la Marne, de l'Isère, des Flandres, de Picardie, de l'Artois, de la Champagne et de Verdun, se sont dressés devant l'agresseur avec l'indomptable volonté de briser ses assauts furieux. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de David et Bertrand, qui font tous les deux partie d'une association qui a restauré pendant 20 ans ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire la fameuse casemate de Ufheim, juste à côté de Sierentz. Alors, c'est un lieu militaire emblématique puisqu'il fait partie de la ligne Maginot. Et puis, leur association propose des visites guidées tous les premiers dimanches du mois, lors de la nuit des musées, lors des journées du patrimoine, avec un temps fort, le week-end du 14 juillet, là où en plus il y a des reconstitutions. Donc voilà, on va aller à leur rencontre tout de suite, c'est parti. Bonjour, je m'appelle David Horry, je suis bénévole au Mémorial Maginot de Alsace et avec moi aujourd'hui nous allons découvrir la casemate de Lachenbach. Donc la casemate de Lachenbach, c'est une des dernières casemates de la ligne Maginot du secteur fortifié d'Alkirch à avoir été construite. Elle a été livrée à l'armée française en décembre 1939. Donc elle a été complètement restaurée par l'association depuis une vingtaine d'années. Il faut s'imaginer qu'à l'origine la casemate était complètement vide. Donc 20 années de travaux à rechercher les équipements, les matériels et remettre tout en place à l'intérieur. Ça s'appelle une casemate, mais Le casemate, tout simplement, c'est le terme français pour désigner un bunker. Tout simplement. D'accord. Donc ici, dans l'intérieur de la casemate, on va retrouver des chambres de tir. Sur cette partie-là, on va retrouver une mitrailleuse française de la guerre de 14, donc, qui est toujours en service en 1940. Voilà. On retrouve en vis-à-vis une deuxième chambre de tir avec le même modèle de mitrailleuse. On va également retrouver des créneaux de défense rapprochés de casemate, des systèmes de goulottes à grenades, des systèmes de ventilation. La casemate est vraiment rééquipée comme à l'époque, comme elle aurait dû être livrée à l'armée française en décembre 1939. Travail considérable. Exactement. On retrouve également deux grandes chambres de tir pour des canons anti-chars, donc de 47 mm de marine, qui datent d'avant la guerre de 14. On retrouve également le stock de munitions pour les deux canons que nous avons dans les deux chambres de tir. Différents équipements que les soldats utilisaient pendant la période de la drôle de guerre. Il fallait bien sûr passer le temps. On retrouve des journaux d'époque, un tourne-disque, des lampes à pétrole, également des lits. Les soldats qui montaient la garde dans ces casemates dormaient à l'intérieur. Donc on va retrouver tous les équipements spécifiques pour passer une nuit complète dans les casemates. On va retrouver le central téléphonique qui sont les oreilles de la casemate. Également la cloche, donc le puits d'accès qui se trouve juste ici. C'est quoi la cloche? La cloche, c'est en gros c'est les yeux de la casemate. Ça permet une vision à 360 degrés tout autour de la casemate. Ah, donc là ils peuvent monter, les militaires pouvaient monter. C'est ça, donc on peut y installer un périscope, on peut y installer un fusil mitrailleur. Le plateau est mobile, on peut monter et descendre. On a vraiment tout rénové comme c'était prévu à l'époque. On a également un musée qui se trouve sur la partie arrière de la casemate, qu'on a construit il y a une dizaine d'années maintenant, et qui possède une très belle collection sur les combats en Alsace de 1939 jusqu'à 1945. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue au musée donc de la casemate. Avant de rentrer dans le musée, je vais quand même vous faire une petite présentation sur notre carte de la ligne Maginot. Donc comme vous pouvez le voir, la ligne Maginot n'a pas été conçue sur la totalité de la frontière française, mais surtout sur des secteurs très stratégiques, notamment le nord de l'Alsace, la Moselle et le secteur des Alpes. C'était lié au bassin minier, c'est ça? C'était surtout lié au bassin minier. Effectivement, il fallait protéger ces secteurs stratégiques et très importants pour les futures guerres à venir. Alors je vais vous inviter à rentrer. Dans le musée, on raconte en fait l'histoire de deux frères alsaciens qui sont partis lors de la mobilisation générale ensemble dans le même régiment d'infanterie de forteresse, le 171e. Et après, au fur et à mesure, on raconte cette histoire de ces deux frères qui vont se retrouver durant la période de la drôle de guerre et dont l'histoire va se séparer à partir du 15 juin 1940, puisqu'un des deux frères, malheureusement, va être grièvement blessé sur le front durant les combats entre les Allemands et les Français sur le secteur de Sentheim et de Murtzwiller, dans la vallée de Masvaux.
Un des deux frères va pouvoir, lui, quitter la France à travers la Suisse et le sud de la France et va rejoindre les troupes d'Afrique du général de Gaulle, tandis que malheureusement l'autre frère va être incorporé de force après 1942 dans l'armée allemande. Les fameux malgré les fameux, effectivement, ce qu'on appelle effectivement les fameux malgré nous. Hein. Donc on va le revoir effectivement ces scènes-là sur la scène de la germanisation des rues en Alsace, hein, la rue du Sauvage qui devient Adolf-Hitler-Straße à Mulhouse. Et on voit après ces scènes se dérouler. Hein. Malheureusement, Louis Arnold, qui lui va partir sur le front russe, il va se retrouver là-bas jusqu'en 1944. Et on va retrouver la dernière scène, qui est la scène de la libération du secteur sud de l'Alsace, les 19 et 20 novembre 1944, où ces deux frères vont se rencontrer à un moment ou à un autre sous deux uniformes différents, ce qui va être une histoire un peu que tous les Alsaciens de l'époque vont vivre. Ces deux frères auront une chance inouïe, c'est qu'ils vont se retrouver à la fin de la guerre, vivants tous les deux.